Je me vidai de mon sang sur le sol de la station-service, en les suppliant. Maman remonta la vitre. Tu as choisi le bébé, pas nous. Papa se mit à rire. Qu'elle apprenne ce que c'est la douleur. Des années plus tard, leurs visages devinrent pâles quand ils revinrent. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse, où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou pays tu nous regardes et quelle heure il est chez toi. Maintenant commençons notre histoire ensemble. Je suis Mireia et mon histoire ne commence pas avec la naissance de mon fils. Mon histoire commence la nuit où j'ai failli mourir en lui donnant la vie, abandonné à côté d'une pompe à essence rouillée, sous la lumière vacillante d'un magasin Oxo. C'était en juin. L'air à Publa était une soupe épaisse et collante. Le genre de chaleur qui s'infiltre sous ta peau et refuse de partir. Une chaleur qui sent l'asphalte fondu, l'ozone et les vapeurs d'essence de la station Pemex, qui brillaient devant nous comme un phare malade au milieu de la nuit. La lumière fluorescente du toit bourdonnait d'un son aigu et constant, attirant un essaim de papillons de nuit et de moustiques. J'avais 22 ans. Mon monde s'était rétréci à la circonférence de mon ventre, gonflé et dur comme une pierre. Je me souviens comment je m'agrippais à la porte chaude du surrue de mon père. Le métal était rugueux sous mes paumes moites. À l'intérieur, ma mère, Palmyra, était assise sur le siège du passager. La lumière de son téléphone illuminait son visage, mais son expression restait dure. Elle faisait défiler Facebook du doigt, indifférente à tout, perdue dans la vie parfaite des autres. Mon père, Roman, se trouvait près de la pompe, impatient comme toujours. Il frappait le sol en ciment avec son pied, fixant le compteur d'essence comme si c'était une insulte que ça prenne autant de temps, comme s'il avait des endroits plus importants où aller. J'essayais de respirer, inspirer, compter jusqu'à 4, expirer, compter jusqu'à 6. Mais l'air était trop épais, il n'arrivait pas à mes poumons. Alors, la première vague de vraie douleur m'a frappé. Ce n'était pas comme les contractions de Braxton Hicks. C'était un éclair, une douleur blanche et électrique qui me coupa en deux, qui monta de mon bassin jusqu'à ma gorge et me vola mon souffle. Mes genoux cédèrent et je heurtai ma tête contre la vitre de la fenêtre. « Maman » murmurai-je entre mes dents serrées. Une sueur froide perlait sur mes tempes. « Maman, je crois que c'est le moment. » Elle ne leva pas les yeux, poussa un soupir agacé, un son tranchant qui traversa la vitre et le bourdonnement de la station. Toujours si dramatique, Mireia. Quelle honte. Sa voix n'était qu'un murmure, mais je la sentis comme une gifle. Tu as dit la même chose la semaine dernière et c'était juste des gaz. Tu devrais apprendre à contrôler ton corps. Non, c'est différent, altai-je. Et alors vint la deuxième vague. Pire, plus forte. Un poing géant serrant ma colonne vertébrale. Un petit cri étouffé sortit de mes lèvres et avec lui la sensation inconfondable. Un flot chaud et incontrôlable coulait le long de mes jambes. Ce n'était pas quelques gouttes, c'était un torrent. Il imbiba ma robe de maternité bon marché, c'est la fleur bleue que j'avais achetée au marché, et forma une flaque sombre et honteuse sur le ciment sale. L'odeur métallique du sang se mélangeait à celle de l'essence. La panique, froide et tranchante, traversa le brouillard de la douleur. « Maman » criai-je cette fois en frappant la vitre avec ma paume. « S'il te plaît » ma poche des os a éclaté. « Ça se passe maintenant. »« Maman, s'il te plaît, regarde-moi. » Enfin, elle leva les yeux. Ses yeux croisèrent les miens et ce que j'y vis glaça mon sang plus que la panique. Je n'y vis pas de l'inquiétude, pas de la peur, pas même une trace d'amour maternel. Je vis une rage pure, froide et tranchante. Elle baissa la vitre électrique. Le bourdonnement du moteur de la vitre fut douloureusement lent, comme s'il se moquait de mon urgence. Elle ne la baissa pas complètement, seulement à moitié. Créant une barrière entre nous, un confessionnal inversé, où j'étais la pécheresse et elle, le juge. « Tu as choisi ça, tu te souviens ?» Sa voix n'était pas un cri, c'était un sifflement. Calme, contrôlé, venimeux. Je la regardais, incrédule. Les larmes se mêlaient à ma sueur. « Tu as choisi ce bâtard » cracha-t-elle en parlant de Théo, mon ex de l'université, celui qui avait juré de m'aimer et qui avait disparu 6 mois plus tôt, dès qu'il avait vu les 2 lignes roses du test. « Tu as choisi cette honte au-dessus de ta famille, au-dessus de nous. » Je haletais, essayant de me tenir à la porte pendant qu'une autre contraction me secouait. « Non, vous êtes ma famille. S'il te plaît, ça fait trop mal. » « Alors n'attends pas qu'on ramasse tes morceaux, dit-elle,
et la vitre commença à remonter. Le bourdonnement électrique fermait à nouveau mon monde. Non, maman, attends. Je criai en posant ma main sur la vitre qui montait. S'il te plaît, ne me laisse pas. J'ai peur. Mais elle ne me regarda plus. Elle retourna à son téléphone. La vitre finit de monter, me scellant dehors. Je regardais désespéré mon père. Il avait tout vu. Il se tenait là, avec le pistolet d'essence à la main. Nos yeux se croisèrent une longue seconde. Je vis son malaise. Je vis sa faiblesse. Et puis il détourna le regard. Il raccrocha le pistolet avec un bruit métallique. Il soupira, un nuage de résignation. Je l'entendis murmurer en marchant vers la porte du conducteur, ses chaussures raclant le ciment. Une autre erreur. Il monta dans la voiture. J'entendis le clic métallique final de la serrure des portes. Je restai là, paralysé, avec ma robe imbibée collée à mon corps, tremblant sous la lumière fluorescente. Le moteur du Suru rugit et ils partirent. Aussi simple que ça. Les feux arrière rouges s'éloignèrent, tachant l'obscurité de la route, devenant deux points rouges qui disparurent dans le virage. Ils m'avaient laissé. Ce n'était pas un coup de tête, c'était une décision. Ils avaient décidé que leur fierté, leur réputation, le qu'en dira-t-on, était plus important que ma vie et celle de leur petit-fils. Je restais seul. Non, pas seul, abandonné. Dans une station-service, en plein travail d'accouchement, saignant sur le sol. Le bourdonnement du toit de la Pemex était le seul son qui restait dans l'univers. La panique est quelque chose de froid, elle te gèle avant de te brûler. Pendant une seconde, peut-être 10, je ne pus pas bouger. Mon cerveau n'arrivait pas à comprendre ce qui venait de se passer. C'était trop absolu, trop rapide. Le Suru disparut dans le virage et c'était comme si on avait coupé la corde qui me retenait suspendu. Je tombais à genoux. Le ciment était collant. Je pouvais le sentir à travers le tissu fin de ma robe. Il était couvert de taches d'huile, de terre et de quelque chose qui sentait la bière éventée. La douleur de la contraction me fit crier, mais le son se perdit dans le rugissement d'un camion qui passa sur la route en m'éclaboussant d'eau sale. Je sortis mon téléphone. Mes mains tremblaient tellement que je faillis le faire tomber. La coque en plastique bon marché glissait à cause de la sueur. Je composais le numéro de ma mère. Mon pouce glissait sur l'écran. Le téléphone que vous avez composé est éteint ou hors de couverture. Mensonge. Un mensonge éhonté. Elle l'avait utilisé une minute plus tôt. Elle m'avait bloqué. J'appelais mon père. Ça sonna une fois, puis la messagerie vocale. Il m'avait bloqué aussi. Non, non, s'il vous plaît, gémis-je. Je levai les yeux. La lumière vive de l'Oxo qui était à côté de la station-service. Le caissier, un jeune garçon en uniforme, me regardait fixement à travers la vitre. Nos regards se croisèrent. Il vit ma robe trempée, la flaque sombre à mes pieds, mon visage de terreur. Je levai une main, un geste faible de supplication. Il me regarda, puis se détourna. Il fit semblant de ne pas me voir et commença à ranger des cigarettes. Peut-être pensa-t-il que c'était un piège, une bagarre d'ivrogne, un problème qui n'était pas le sien. C'était la deuxième fois que je me brisais cette nuit-là. La première, c'était ma famille. La deuxième, c'était l'humanité. Le désespoir est un acide. Il brûle toute pensée rationnelle. Je me traînais. Littéralement, je me traînais sur les mains et les genoux vers le petit banc en métal qui était à côté des poubelles, laissant une trace humide et sombre sur le ciment. Chaque mouvement était une agonie. J'ai réussi à m'asseoir, mais la douleur était pire. Je me laissais tomber au sol, appuyant mon dos contre la poubelle qui empestait. J'étais seul. J'allais mourir ici. J'allais accoucher et mourir sur le sol sale d'une station-service. Mon bébé. C'est alors qu'une voix brisa le chaos. Oh non, mademoiselle, vous allez bien? Un garçon, pas beaucoup plus âgé que moi, sortit en courant de la zone des pompes. Il portait l'uniforme rouge et jaune de Pemex. Il s'appelait Fabian. Je l'ai vu sur son badge. Il devait avoir 19, 20 ans. Il avait de l'acné sur le menton et une vraie panique dans les yeux. Je suis en train d'avoir mon bébé, réussis-je à dire entre des sanglots. Ils sont partis. Mes parents m'ont laissé. Quoi? Qui? Dit-il en regardant autour de lui,
cherchant la voiture qui n'était déjà plus là. Ses yeux s'ouvrirent d'horreur en voyant la flaque sous mes jambes. Oh mon Dieu, c'est du sang. Appelle le 911. Je criai alors qu'une autre contraction me secouait, un arc de douleur qui me fit frapper le sol avec mon poing. Fabian sortit un vieux téléphone à l'écran cassé. Oui, une ambulance. Vite, à la Pemex de la sortie vers Atlixco, une femme est en train d'accoucher ici. Elle se vide de son sang. Dépêchez-vous. Il s'agenouilla à côté de moi. Il tremblait autant que moi. Eh, calme-toi, ils arrivent déjà, dit-il d'une voix aiguë à cause de la panique. Ma tante a eu un bébé le mois dernier. Ils disent que respirer aide. Comme dans les films. Il enleva sa veste d'uniforme. Elle était sale. Elle sentait l'essence et les fritures, mais c'était le geste le plus gentil que j'avais ressenti depuis des mois. Il la plia maladroitement et la mit sous ma tête, me protégeant du ciment froid et rugueux. Tu n'es pas seul. D'accord, dit-il, même s'il ne savait clairement pas quoi faire. Ils arrivent déjà. Ne t'endors pas. Comment tu t'appelles? Mireia, murmurai-je. D'accord, Mireia. Moi c'est Fabian. Tu vas aller bien. Pourquoi ils mettent si longtemps? Je voulus rire ou pleurer, je n'étais pas sûr. Je m'accrochai à son bras. Son bras mince et osseux devint mon ancre. Le monde se réduisit à un tunnel de douleur, de lumière au néon qui clignotait et à la voix apeurée de Fabian disant. Ils arrivent, tiens bon. Mireia. Enfin, les sirènes. Des lumières rouges et bleues baignaient la station-service, faisant briller les taches d'huile comme des arcs-en-ciel malades. Les ambulanciers de la Croix-Rouge furent rapides, professionnels, mais froids. Ils me mirent sur la civière. Je ne lâchai pas le bras de Fabian. Je ne peux pas, murmurai-je à la secouriste qui essayait de l'écarter. Lui, c'est ma famille. La secouriste me regarda avec un mélange de pitié et de hâte. Ils durent me l'enlever de force. La dernière chose que je vis fut son visage effrayé sous les lumières rouges, tenant sa veste maintenant tachée de mon sang et de mon liquide amniotique, en criant « Bonne chance, Mireia ». À l'hôpital général de l'IMSS, tout était chaos, des couloirs verts, une odeur de chlore et de maladie. Je n'étais pas une personne, j'étais un corps. Dilatation à 8, perte de sang, sans famille, admission pour abandon. Je mis au monde mon fils, Joël, à 3h10 du matin. Après la douleur aveuglante, celle que je croyais mortelle, il y eut un silence soudain, puis un cri fort, furieux, vivant. C'est un garçon, dit l'infirmière, sa voix fatiguée. Ils le posèrent sur ma poitrine, petit, fripé, couvert de sang, parfait. À ce moment-là, pour la première fois, je ressentis autre chose que de la peur. Je ressentis un but. Ce petit être, lui et moi. Mais juste derrière cette vague d'amour pur vint le vide, le trou glacé de la solitude. La chambre était silencieuse, sauf pour les pleurs de Joël. Il n'y avait pas de père fier, pas de grands-parents émus, seulement moi et une infirmière remplissant des papiers. Je pris mon téléphone, la batterie était à 5%. J'envoyai un message à ma mère, une seule photo de son petit-fils. J'attendis. Les heures passèrent. Le soleil commença à filtrer une lumière grise par la fenêtre sale de l'hôpital. À 7h du matin, mon téléphone vibra juste avant de s'éteindre. C'était un message de Palmyra. Profite de ta nouvelle responsabilité. Ne nous appelle pas quand ça deviendra difficile. Je ne pleurais pas. Je restais à regarder le message jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Je regardais Joël, qui dormait dans le berceau en plastique à côté de moi. Quelque chose en moi, quelque chose de chaud et de suppliant qui avait toujours existé, cette partie de moi qui voulait désespérément leur approbation, s'éteignit. Devint cendre. J'allais dans mes contacts. Maman, bloquée. Papa, bloqué. C'était fini. Allongé sur ce lit d'hôpital raide, avec l'odeur antiseptique dans mon nez et les pleurs lointains d'autres bébés dans le couloir, le passé ne revint pas à moi comme une rivière, mais comme un musée. Un musée de blessures, une collection de moments, des expositions parfaitement arrangées qui, mises ensemble, expliquaient le pavé de la station-service. Je marchais mentalement dans ces couloirs. Salle 1, la révélation. 6 mois plus tôt, l'exposition principale, la table de la salle à manger. C'était dimanche. On mangeait des chils en nogada, la spécialité de ma mère, réservée aux grandes occasions.
l'air était tendu. Je n'avais pas mangé depuis 2 jours. Théo, mon copain de l'université, celui qui m'écrivait des poèmes et parlait d'un futur au Canada, avait arrêté de répondre à mes messages 2 semaines plus tôt, juste après que je lui avais dit que j'avais du retard. Le test de grossesse, avec ses 2 lignes roses qui me hurlaient dessus, tremblait dans ma main sous la table. « Mais tu n'as pas faim, Mireia ?» dit ma mère. Pas comme une question, mais comme une accusation. « Tu es pâle. Qu'est-ce que tu as ?» Maman, papa, ma voix était un fil. Bruno, mon petit frère, était collé à son téléphone, indifférent. Je dois vous dire quelque chose. Ils éteignirent la télévision. Le silence dans cette maison avait toujours été lourd, rempli de choses non dites. Je suis enceinte. Mon père, Roman, laissa tomber sa fourchette. Le son métallique contre l'assiette fut comme un coup de feu. Il ferma le journal qu'il avait toujours à côté. Lentement, le froissement du papier fut le seul son. Ma mère ne bougea pas. Son visage passa de la curiosité au mépris en moins d'1 seconde. C'était comme voir un masque tomber. « Quoi ?» siffla-t-elle. « Je suis enceinte. »« C'est une blague, » dit-elle, même si elle savait que non. « Non. »« De qui ?»« De ce fainéant de l'université. Il s'appelle Théo et il ne répond pas à mes messages. » Palmyra lâcha un rire sec, un son comme du papier de verre. « Parfait, merveilleux. Une mère célibataire. La honte de la famille. » Elle se leva de table. « Tu as jeté ta vie et tes études à la poubelle pour une erreur. Pour un coup de chaleur. »« Ce n'est pas une erreur, » dis-je, les larmes jaillissant. « C'est mon bébé. »« C'est ton problème, » corrigea-t-elle. « Tu nous as humiliés. Qu'est-ce que ta tante Ursula va dire ? Qu'est-ce qu'ils vont dire à l'église ? La fille de Roman Gutiérrez. Une n'importe qui. Palmyra, s'il te plaît, murmura mon père. Tais-toi, Roman. C'est aussi ta faute d'être si faible. Elle se tourna vers moi. Je veux que tu règles ça. Je me fiche de comment. Mais tu n'auras pas cette chose dans cette maison. C'est ton petit-fils, murmurai-je. Ce n'est rien à moi, dit-elle, et elle sortit de la salle à manger. Il n'y eut pas de « tu vas bien ?» Il n'y eut pas de « de quoi as-tu besoin ?» Il n'y eut que de la honte. Salle 2. L'enfant en or contre le bouc émissaire. Toute ma vie, cette exposition occupait l'aile la plus grande du musée. Mon père, Roman, avait toujours voulu un garçon. C'était un homme à l'ancienne. Quand mon petit frère, Bruno, naquit 3 ans après moi, mon père pleura. Je l'entendis le dire à ses amis lors d'un barbecue. J'ai pleuré de fierté. Enfin, un Gutiérrez pour continuer le nom. Quand je suis né, ma mère m'a raconté que mon père avait seulement demandé. Je peux sortir fumer ? Voilà la dynamique. Bruno était le soleil, moi j'étais l'ombre. Je me souviens de la nuit où Bruno, à 19 ans, a craché le surus de mon père. Le même surus. Il rentra à 4 heures du matin, ivre, avec l'avant de la voiture détruit. Le bruit réveilla mon père. Il descendit en courant. Je vis la scène depuis les escaliers. Papa, je sais pas ce qui s'est passé. Un type m'a coupé la route, mentit Bruno en traînant les mots. Papa sentit l'alcool dans son souffle. Il vit ses yeux rouges, vit la voiture et lui donna une tape dans le dos. Ne t'inquiète pas, fiston. Ce n'est que du métal. L'important c'est que tu sois en vie. Va dormir. Demain, on règle ça. Ils payèrent l'amende, les dégâts de l'autre voiture et achetèrent un capot neuf à la casse. En silence. Mon incident. J'avais 16 ans. J'aidais ma mère à mettre la table pour ses amis de l'église. Un dîner important. Je sortis la vaisselle chère, celle de ma grand-mère, la mère de mon père. Mes mains tremblaient de nervosité à l'idée que ces femmes me jugent. Une assiette, une seule, glissa. Elle se brisa en morceaux sur le sol de la cuisine. Le silence fut total. Palmyra entra, vit l'assiette, vit mon visage terrorisé et me gifla violemment. Le son résonna dans la cuisine. La brûlure sur ma joue fut immédiate. Incapable, cria-t-elle. Tu ne sais rien faire de bien. Tu es aussi maladroite que ta tante, la vieille fille. Tu sais combien valait cette assiette ? Va dans ta chambre.
Bruno pouvait détruire une voiture de 80 000 pesos. Moi je ne pouvais pas casser une assiette de 500. Salle 3. L'héritage de la peur. Souvenirs d'enfance. La dernière salle était petite, sombre, une seule mémoire. J'avais 8 ans. Il y avait une grande fête à la maison. L'anniversaire de mariage de mes parents. Ma mère, Palmyra, avait acheté une nouvelle robe. Elle était rouge, moulante, avec un petit décolleté. Elle était belle. Elle se regardait dans le miroir en souriant. Un vrai sourire, rare chez elle. Ma grand-mère, la mère de Palmyra, entra dans la chambre. Une femme dure, toujours habillée en noir. Elle regarda ma mère de haut en bas. Son visage était un masque de désapprobation. « Enlève ça, Palmyra, dit-elle, sa voix glaciale. Mais maman, c'est la fête. Tu ressembles à une danseuse de cabaret. Que vont penser les voisins? Que dira ta belle-mère? Tu vas nous ridiculiser. » Je vis la lumière sur le visage de ma mère s'éteindre comme une bougie. Souffler. Je la vis monter les escaliers sans dire un mot et changer pour une robe hideuse, emplée à col haut. La peur de ma mère, la peur de la honte, du qu'en dira-t-on, n'était pas la sienne. C'était son héritage. C'était une maladie qui se transmettait de mère en fille, une prison d'apparence. Allongé sur ce lit d'hôpital, les pleurs de Joël me ramenèrent au présent. Je compris. Je n'étais pas seulement une déception pour eux. J'étais l'incarnation de leur plus grande peur. J'étais la preuve vivante de leur échec social. J'étais la tâche qu'ils ne pouvaient pas nettoyer et, pour ça, ils devaient m'effacer. L'infirmière entra, son visage gentil mais fatigué. « Votre famille est arrivée pour vous faire la sortie, mademoiselle. »« Personne ne va venir, dis-je, ma voix sonnant étrangement forte dans la chambre silencieuse. Je suis seul. » Elle me regarda avec pitié. Ce regard, je l'ai détesté. « Bon, il vous faudra des vêtements pour le bébé et un porte-bébé pour le taxi. On ne peut pas vous laisser partir sans. » Je l'ai coupé. Je les ai. Dans ma valise cassée, j'avais une grenouillère d'occasion et un rebozo. Apportez-moi juste les papiers de sortie. La pitié dans ses yeux m'a mise en colère. Je ne voulais pas de sa pitié. Je ne voulais la pitié de personne. S'ils m'avaient laissée pour morte, j'allais leur prouver à quel point ils avaient eu tort de ne pas finir le travail. J'allais vivre, et j'allais vivre si bien que ma vie elle-même serait leur punition. Je signai ma sortie et celle de Joël. Les papiers paraissaient fragiles dans ma main. Je suis sorti de l'hôpital général par la porte arrière, celle des urgences. Le soleil du matin m'aveugla. Le monde extérieur semblait trop lumineux, trop bruyant, indifférent à la bataille que je venais de mener. Je montai dans un taxi avec Joël enveloppé dans le rebozo. Le chauffeur me regardait dans le rétroviseur avec curiosité. Première fois, hein. Et le père est resté à la voiture pour payer. Quelque chose comme ça, murmurai-je en regardant par la fenêtre. Je vis défiler la ville, les stands de Semita, les étudiants qui riaient, la vie normale que je venais de perdre. Ma destination n'était pas la maison de mes parents, avec ses chambres propres et son jardin soigné. C'était une vecinda, dans le quartier d'Analco, une seule pièce dans un immeuble négligé, à la peinture écaillée et avec du linge pendu dans les couloirs. J'avais réussi à la louer avec mes dernières économies de mon petit boulot à la bibliothèque de l'université. Ce n'était pas un appartement, c'était une boîte en ciment de 4x4m. L'ampoule du plafond clignotait. Il y avait un petit matelas, une place par terre et une plaque électrique dans un coin. La salle de bain était partagée au bout du couloir, un cauchemar de carreaux cassés et une odeur permanente d'humidité. Cette odeur. C'est ça dont je me souviens le plus. Là, vecinda, sentait l'humidité, l'égout bouché, le gaz et la nourriture frite de 20 familles différentes. Cette première nuit, j'ai couché Joël dans une boîte en carton que j'avais doublée d'une couverture propre. Je me suis assise sur le matelas au sol et j'ai écouté. Je ne pouvais pas dormir. Pas à cause de Joël, il dormait comme un ange. C'était à cause des sons. La quimbia du voisin à plein volume, les cris du couple de la chambre d'à accent grave côté. Je t'ai déjà dit que je n'ai pas d'argent. Les pleurs d'autres enfants, la fuite d'un tuyau cassé. C'était une symphonie de désespoir et j'étais la nouvelle violoniste. Les premières semaines furent un enfer flou. Je vivais dans un brouillard d'épuisement et de douleur. Les points de l'accouchement me tiraient, mes seins me faisaient mal.
Je vivais par cycle de 3 heures. Nourrir Joël. Le changer. Essayer de dormir. Répéter. Très vite, l'argent s'est épuisé. Les économies que j'avais, quelques milliers de pesos, sont parties en couches, en lait en poudre, parce que mon lait ne venait pas à cause du stress, c'est ce que l'infirmière m'avait dit, et en loyer. J'ai commencé à chercher du travail. N'importe quoi. Désolé, mademoiselle, le poste est déjà pris. Il faut de l'expérience. On ne peut pas avoir un bébé ici. C'est un risque pour la sécurité. Mère célibataire? Ouf. Elle va demander des permissions tout le temps. Mieux vaut non. Les portes se fermaient sur mon visage l'une après l'autre. Le désespoir commença à avoir un goût métallique, comme sucer une pièce de monnaie. Je regardais Joël dormir, si innocent, si dépendant de moi, et la panique me montait dans la gorge. Et s'il n'y avait plus d'argent pour lui acheter du lait? Et s'il tombait malade dans cet endroit humide et froid? Une nuit, j'ai ouvert la boîte de lait en poudre. Il restait de la poudre pour un seul biberon de plus. Je me suis assise sur le sol en ciment froid avec Joël dans mes bras et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour la première fois depuis la station-service. Ce n'étaient pas des larmes de douleur, c'étaient des larmes sèches de rage. J'ai pleuré pour ma solitude, pour ma peur, pour ma bêtise d'avoir fait confiance à Théo, pour ma faiblesse d'avoir voulu l'amour de mes parents pendant 22 ans. Quand les larmes ont séché, il ne resta qu'une colère froide. Je regardais autour de moi. Je n'avais presque rien. Dans mon sac à dos d'université, sous des livres de comptabilité qui me semblaient maintenant une blague cruelle, j'avais un petit coffret en bois pour bijoux. À l'intérieur, il y avait une chaîne en or, fine, presque enfantine, avec une médaille de la Vierge de Guadalupe. Ma grand-mère me l'avait offerte, la mère de mon père, la seule personne dans cette famille qui m'avait regardé un jour avec un amour inconditionnel. Pour que tu te protèges toujours, ma fille, m'avait-elle dit avant de mourir. C'était la seule chose de vraie valeur que je possédais, la seule chose qui me reliait à un souvenir heureux. Le lendemain, avec Joël enveloppé dans mon rebozo, j'ai marché 5 kilomètres jusqu'au Mont-de-Piété national, au centre-ville. L'endroit sentait le vieux métal et les espoirs perdus. J'ai fait la queue derrière un homme qui engageait une guitare et une femme qui engageait une bague de mariage. Mon tour arriva. L'homme derrière la vitre blindée me regarda à peine. Il avait des yeux fatigués. Il avait tout vu. « Qu'est-ce que vous apportez ?» Je lui passai la petite chaîne par la fente. Il la prit, la pesa dans sa main, la mordit, la posa sur une petite balance, tapa des chiffres sur une calculatrice. « Je te donne 800 pesos, dit-il d'une voix monotone. Mon cœur sombra. Elle valait au moins le triple. C'est de l'or 14 carats, c'était à ma grand-mère. 800 pesos, ma fille. Tu prends ou tu laisses. Je suis pressé. Je n'avais pas le choix. D'accord. Il me donna les billets. Je sortis du magasin en me sentant nu. Mon cou me démangeait juste là où la chaîne était d'habitude. J'eus l'impression de venir de vendre mon dernier souvenir heureux contre quelques boîtes de lait et un paquet de couches. Cette nuit-là, pendant que Joël mangeait, j'ai regardé les billets dans ma main et je me suis fait un serment de sang. Plus jamais, chuchotai-je à mon fils endormi, la voix rauque. Je te le jure, Joël, plus jamais. Ce n'était pas une promesse, c'était une déclaration de guerre. Une guerre contre la faiblesse, contre la dépendance, contre le destin. Plus jamais je ne serai dans une position où je devrais vendre des morceaux de mon âme pour survivre. Plus jamais je ne serai sans défense. Le lendemain matin, je me suis levé. J'ai baigné Joël dans un seau en plastique. Je me suis habillé avec mes vêtements les plus propres. Je suis sorti avec un nouveau but. Je ne cherchais plus un travail. Je cherchais des briques. La première brique pour construire ma forteresse. Ma chasse aux briques m'a mené à la cuisine économique, El Sazon de Dahlia. C'était dans une rue latérale animée, un petit local avec des carreaux blancs et des portes en métal. Ça sentait les tortillas faites à la main et le nettoyant au pain. Une pancarte écrite au marqueur noir sur un carton orange fluo disait « On cherche aide générale. Urgent, entrez. » Il était 11 heures du matin. L'endroit était déjà plein d'employés de bureaux, d'ouvriers et d'étudiants. La vapeur sortait de gigantesques marmites en aluminium derrière le comptoir. Une femme d'environ 60 ans, les cheveux gris attachés en chignon serré et un tablier taché de molle, donnait des ordres comme un général.
Table 4, 2 molles. Agustin, dépêche avec ses eaux d'horchata. Je n'ai pas toute la journée. C'était Donia Dahlia. J'ai attendu patiemment debout près de la porte pendant que le chaos du déjeuner se déroulait. Elle m'a vu, m'a ignoré, a continué à travailler. J'ai attendu 20 minutes sans bouger, avec Joël endormi dans le rebozo. Finalement, quand il y eut une pause de 2 secondes, elle s'approcha de moi en s'essuyant les mains calleuses sur son tablier. Ses mains étaient fortes, des mains qui avaient travaillé toute sa vie. « Qu'est-ce que tu veux, ma fille ?» demanda sa voix rauque. Ce n'était pas gentil, c'était direct. « J'ai vu votre pancarte. J'ai besoin du travail. » Je sortis mon CV froissé, celui qui disait 2 ans de comptabilité à l'UPAEP. Elle le regarda, puis me regarda. Ses yeux me scannèrent de haut en bas. Elle vit mes vêtements usés. Elle vit mon visage pâle. Elle vit le petit paquet de Joël dans mon rebozo. Elle vit la désespération dans mes yeux, mais je crois qu'elle vit aussi la détermination. « Et l'enfant ?» demanda-t-elle. Ce n'était pas une question cruelle, c'était une question pratique. « Je n'ai personne pour le garder, » dis-je, ma voix étonnamment ferme. « Mais il est tranquille, je peux le mettre dans un coin, il ne posera pas de problème. Et je travaille vite, j'apprends vite. Je sais laver, je sais nettoyer, je fais ce qu'il faut. » Dahlia soutint mon regard un long, très long moment. Je pouvais l'avoir calculé. Le risque, l'ennui, la sécu, les problèmes. Finalement, elle poussa un soupir qui semblait lui venir de l'âme. « Écoute, ma fille, ici ce n'est pas une garderie. C'est un commerce. Mais la dernière fille que j'ai embauchée a duré 2 jours et a volé 20 pesos dans la caisse. » Elle fit une pause. Derrière, dans la réserve, j'ai un vieux parc pour bébé qui était à mon petit-fils. Si l'enfant reste tranquille là-dedans, tu peux l'amener. Mais s'il pleure et me fait fuir les clients, tu t'en vas. Compris ? Compris, madame. Merci. Merci beaucoup. Ne me remercie pas, remercie-moi quand tu auras lavé la montagne d'aujourd'hui. Elle me lança un tablier en plastique. Mets-le. Tu senses le lait. Tu commences maintenant. Ceci fut ma première brique. Le travail était un enfer. La cuisine économique à l'heure de pointe, c'est un champ de bataille. La chaleur de la cuisinière était étouffante. La vapeur, le bruit des assiettes, les cris de Dahlia. Commande. La montagne de vaisselle n'était pas une exagération. C'étaient des centaines d'assiettes, de verres salés, le pire, les marmites géantes de molle et de haricots avec la graisse collée comme du ciment. Je lavais d'une main tout en berçant le petit parc de Joël avec mon pied. La sueur coulait dans mon dos, sur mon visage, se mélangeant à l'eau sale. Mes mains, encore douces à cause des livres de l'université, se sont fendillées et saignèrent dès la première semaine. L'odeur de graisse et de nourriture s'imprégna dans ma peau, mes cheveux, mon âme. Les clients parfois me regardaient avec pitié, d'autres avec mépris. Pourquoi elle amène un enfant ici? Quel irresponsable. Je baissais juste la tête et je continuais à frotter. Le bruit de l'éponge contre le métal était ma seule réponse. Joël, comme s'il savait que nos vies dépendaient de ça, était un ange. Il dormait presque tout le temps, bercé par le bruit blanc de la cuisine où il regardait juste les ombres bouger au plafond de la réserve. Donia Dahlia ne me félicita jamais, mais elle ne me gronda jamais non plus. Elle se contentait d'observer que j'arrivais à l'heure, que je ne me plaignais jamais, que je nettoyais le piège à graisse sans qu'elle me le demande. À la fin de mon premier jour, je tremblais d'épuisement. Mes bras étaient comme du plomb. Elle me donna une liasse de billets froissés. Tiens. Je te vois demain à 10h30, pas à 11h. Pendant que je rangeais mes affaires, elle nettoyait le comptoir. J'ai oublié, dit-elle sans me regarder, en poussant un récipient en polystyrène vers moi. On a fait trop de riz avec du molle. Ça va se gâter. Prends-le. C'était un mensonge. Je l'avais vu le servir depuis la marmite chaude. Elle ne me le donnait pas. Elle me permettait de garder ma dignité. Merci, madame, dis-je d'une voix étranglée. Allez, allez, que je ferme, grogna-t-elle en me tournant le dos. Cette nuit-là, je mangeais un repas chaud pour la première fois depuis des semaines. Les mois passèrent. Je devins une machine rapide, efficace. Parfois, quand il manquait une serveuse, je sortais prendre des commandes avec Joël dans le rebozo. Dahlia ne disait rien,
elle hochait juste la tête. Je commençais à épargner. Chaque jour, je mettais de côté la moitié de mon salaire. Je vivais avec le minimum. J'achetais des vêtements d'occasion pour Joël. Je portais les mêmes habits chaque jour. Ma vie était la cuisine et ma chambre de l'Avecinda. Un soir, 1 an plus tard, je restais tard pour aider Dahlia à fermer. Elle était dans le petit bureau, un coin en désordre avec une calculatrice et une montagne de papier. Elle pestait. Ces chiffres vont me tuer. Ils me rendent folle. Ce foutu fournisseur de viande me fait payer trop cher, j'en suis sûr. Mais je ne trouve pas la facture. Et ce crétin de comptable, il me prend mon argent et il ne m'aide en rien. Je restais debout à la porte, essuyant mes mains sur le tablier. « Madame, je peux vous aider » dis-je à voix basse. Elle me regarda par-dessus ses lunettes. « Toi? Qu'est-ce que tu sais de ça? » J'ai étudié la comptabilité, répétai-je, 2 ans. Je sais faire une conciliation. Je sais utiliser Excel. Laissez-moi voir. Elle hésita. Puis, avec un grognement, elle me jeta la boîte à chaussures pleine de reçus. De toute façon, ça ne peut pas être pire. Voyons si ces études servent à quelque chose. Ce soir-là, j'emportai la boîte dans ma chambre. La vie trouva un rythme épuisant, brutal, mais un rythme tout de même. Laver la vaisselle le jour, compter les centimes la nuit, voir Joël grandir. Il était ma seule lumière. Son premier rire, qui sonnait comme des clochettes dans la chambre humide de l'Avecinda. Ses premiers pas maladroits sur le sol en ciment. Tout mon monde se réduisait à lui. Mais la vie, quand tu es au fond, te laisse rarement respirer. Elle attend toujours pour te donner un coup de pied de plus, juste pour voir si tu te brises. Joël eut 2 ans. C'était un enfant brillant mais maigre. L'hiver de cette année-là fut brutal. Le froid dans l'Avecinda était pénétrant, l'humidité se sentait dans les os. La vapeur de notre respiration se condensait dans l'air de la chambre. Une nuit, Joël commença à tousser. Ce n'était pas une toux normale, c'était une toux sèche, dure, un son qui glaça mon sang. Et ensuite, je remarquai quelque chose de pire. Le silence entre les toux. Je m'approchai de son berceau. Sa petite poitrine se creusait à chaque respiration, un effort visible, mais presque sans bruit. Un sifflement aigu, comme celui d'un oiseau mourant, sortait de sa gorge à chaque inspiration. Panique. La même panique froide et paralysante que celle de la station-service. Je ne pouvais pas l'emmener à l'IMSS. Impossible. Le souvenir était trop vif. L'odeur de chlore, les couloirs verts, la pitié dans les yeux des infirmières, l'abandon. Ça me donnait une crise d'angoisse rien que d'y penser. Je me souvenais d'un petit cabinet médical privé près de l'Avecinda. Cabinet du docteur Sala. Ouvert 24 heures. Une lueur d'espoir. J'enveloppais Joël dans toutes les couvertures que j'avais. Je sortis en courant dans la rue à 3 heures du matin. La rue était déserte et froide. J'arrêtai un taxi, un des rares qui passait. Vite, s'il vous plaît. Au cabinet du docteur Sala. Mon fils ne peut pas respirer. Le docteur Sala était un homme âgé, fatigué, avec de grosses cernes, mais des yeux gentils. Il prit Joël dans ses bras, posa un stéthoscope sur sa poitrine. Son visage devint sérieux immédiatement. Bronchiolite aiguë, sévère. Ses bronches sont complètement fermées. Il a besoin d'oxygène et d'un traitement de nébulisation tout de suite. Oh. Il ne termina pas sa phrase. Il n'avait pas besoin. Pendant les 4 heures suivantes, je restais assis sur une chaise en plastique dure sous une lumière fluorescente qui bourdonnait, à regarder mon fils se battre pour respirer dans une petite tente à oxygène. Je ne respirais pas pendant tout ce temps, je priais seulement la Vierge de la petite chaîne que j'avais vendue. Je lui demandais pardon. Le docteur entrait et sortait. Il lui administra des médicaments. Le sifflement commença à diminuer. Finalement, le docteur sortit en enlevant son stéthoscope. Il est stable. La crise est passée. Mais il a besoin de ce médicament et de celui-là. Il me donna 2 ordonnances. Et madame, il ne peut pas rester dans un endroit humide. Le froid de votre maison l'a presque tué. Je sentis une vague de culpabilité si forte qu'elle me plia. C'était ma faute. L'Avecinda, la pauvreté. Je suis allé à la réception pour payer. La réceptionniste,
une jeune fille en train de bâiller, tapa sur son ordinateur. Ça fait 30 000 pesos. 30 000 pesos. Le monde s'arrêta. C'était tout ce que j'avais épargné en 2 ans à laver des assiettes. Chaque billet gardé, chaque pièce comptée, mon fonds d'urgence, mon petit coussin de sécurité, l'argent que j'avais mis de côté pour louer un endroit meilleur. Tout allait partir en une nuit. Je restais figé. Pendant une seconde, mon esprit partit dans un endroit sombre. Qui pouvais-je appeler? Qui? Et la réponse fut un écho vide. Personne. Je donnai à la fille ma carte de débit. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine la tenir. Tenez. Elle la passa. Le bruit de la machine thermique imprimant le reçu fut le son le plus fort que j'ai jamais entendu. Bip. Approuvé. Solde restant, 14 pesos. J'ai failli m'évanouir de soulagement. Je sortis du cabinet à 7 heures du matin avec Joël endormi dans mes bras et 0 pesos sur mon compte bancaire. J'étais si proche de devoir supplier, si proche d'être à genoux sur le pavé encore une fois. Cette nuit-là, de retour à la Vecinda, je m'assis dans le noir, regardant Joël respirer tranquillement grâce aux médicaments. La peur était si intense qu'elle me faisait mal à la poitrine. La vulnérabilité était un océan qui menaçait de me noyer. Et puis la peur devint autre chose. Elle devint de la fureur. Être stable ne suffisait pas. Survivre ne suffisait pas. Je devais être intouchable. Je devais être invulnérable. J'avais besoin d'une forteresse. Une forteresse si haute et si solide que rien ni personne, ni la maladie, ni la pauvreté, ni l'abandon, ne pourrait me remettre à genoux. Si 30 000 pesos était la différence entre la vie et la mort de mon fils, alors j'aurais des millions. Ce n'était plus une question de vengeance contre mes parents. La vengeance était un luxe. C'était la survie. Une survie absolue, totale, non négociable. L'argent serait les briques et j'allais construire un mur jusqu'au ciel. Le lendemain matin, j'arrivai à la cuisine économique avec un nouveau regard dans mes yeux. Un regard d'acier. Doña Dalia le remarqua. « Tout va bien, ma fille? Tu as une tête de fantôme. » Je lui racontai pour Joël. Je lui racontai pour l'argent. Je lui racontai les 14 pesos sur mon compte. Elle hocha simplement la tête, son visage se durcissant avec de l'empathie. L'argent est un démon, ma fille, mais c'est mieux de l'avoir de ton côté, dansant à ton rythme. Elle fit une pause. Et la boîte à chaussures, là. Qu'est-ce que je t'ai donné? Oh, mon Dieu. Avec la peur. Oui, je l'ai apporté ici. Je l'avais complètement oublié, mais la nuit avant la frayeur de Joël, j'étais resté éveillé jusqu'à 4 heures du matin avec une calculatrice empruntée, un cahier et l'odeur de café bon marché. Je sortis mon cahier. L'écriture était serrée mais claire. La voici, madame. Le fournisseur de viande, Carne del Sur, vous a facturé un surcoût systématique de 15% sur le steak et la longaniza pendant les 8 derniers mois. Voici les factures gonflées comparées aux bons de commande. Ils vous doivent au moins 25 000 pesos. Les yeux de Dalia s'ouvrirent comme des soucoupes et je continuai en sentant un pouvoir que je ne savais pas avoir, le pouvoir des chiffres. Votre comptable précédent vous a inscrite dans un mauvais régime fiscal, comme si vous étiez une société. Vous avez payé presque le double d'ISR et omis des déductions. Si on dépose une déclaration complémentaire des 2 dernières années, le SAT devrait vous rembourser près de 50 000 pesos. Dalia m'arracha le cahier des mains. Ses mains calleuses, habituées aux marmites brûlantes, passèrent sur mes chiffres. Elle regarda les factures que j'avais marquées en rouge. Elle resta silencieuse pendant 1 minute entière. Le seul son était le bouillon des haricots. Puis elle leva les yeux et, pour la première fois, me sourit. Un vrai sourire, avec ses dents en or. Mireia, dit-elle en utilisant mon prénom. Aujourd'hui, tu ne vas pas laver la vaisselle. Engage la fille qui vient t'aider le week-end. Paie-la dans la caisse. Toi et moi, on va aller voir ce boucher voleur. Ce jour-là, je vis Doña Dalia en action. Elle entra dans la boucherie Carne del Sur comme un ouragan, avec mes papiers à la main. Tu t'es moqué de moi, Antonio, cria-t-elle. 10 minutes plus tard, elle sortit avec un chèque de 25 000 pesos et la promesse d'une remise de 10% pendant 1 an. Quand nous sommes revenus à la cuisine, elle me donna le chèque. Prends, 5 000 sont à toi. Non, madame, je ne peux pas. Tais-toi.
C'est ton travail. Le comptable est viré. C'est toi qui tiens mes comptes. Maintenant je te paierai comme lui, mais je veux que ce soit bien fait. Ce fut la deuxième brique, mais une grosse. Dahlia, reconnaissante et pragmatique, devint ma principale promotrice. Ma comptable, c'est une championne, disait-elle à ses amis propriétaires d'autres commerces. Elle m'a sauvé plus de 70 000 pesos. Sa première recommandation fut don Hernan, le patron de la boucherie Carne del Sur, le même qui nous volait. J'allais le voir dans son bureau, une pièce froide, pleine de fumée de cigarettes. Il me regarda de haut en bas. C'était un homme corpulent, avec des mains comme des jambons. Toi, dit-il en riant. La plongeuse. Dahlia embauche maintenant des mères célibataires. Qu'est-ce que tu connais aux chiffres? Je sais que votre ancien comptable, le même que celui de Dahlia, vous vole probablement, vous aussi. Dis-je d'une voix qui ne tremblait pas. J'ai prouvé que vous voliez Dahlia. Donc on est quitte. Cette arrogance piqua sa curiosité. Il me donna ses livres. Tu as une semaine. Si tu trouves quelque chose, je te paie le double. Sinon, tu t'en vas et tu ne reviens plus. Je restai éveillé 3 nuits d'affilée. Joël dormait dans son petit parc à côté de ma table de travail improvisée. La caféine était ma meilleure amie. Ce n'était pas une erreur de 25 000 pesos. C'était 5 ans d'erreur. Facture dupliquée, fournisseur fantôme, paie gonflée. On lui volait presque 150 000 pesos par an. Quand je présentai mon rapport à don Hernan, un document de 20 pages avec graphique et copie de facture, il faillit avaler son cigare. Engagé, dit-il. Il devint mon client le plus fidèle et me recommanda à tous ses contacts du marché. Ma vie se transforma. Mon nom commença à circuler dans le monde des petites entreprises de Puebla. Mireia, celle des finances claires, disait-il. Elle est dure, elle est chère, mais elle te sauve une fortune. J'ai terminé ma licence en ligne. Je prenais des cours de 1 heure à 4 heures du matin après que Joël s'endorme et après avoir fini la comptabilité du jour. Je dormais 3 heures. Je m'en fichais. L'épuisement était mon carburant. J'ai quitté la Vecinda, d'abord pour un petit appartement propre dans un immeuble familial, puis pour un plus grand. J'ai arrêté d'acheter des vêtements d'occasion. J'ai commencé à acheter des vêtements de marque en solde. Pas par vanité, mais parce que les vêtements chers sont une armure. Les gens te traitent autrement. Un bon tailleur inspirait plus de confiance qu'un diplôme universitaire. Ma vie devint une obsession du contrôle. Mon emploi du temps était parfait. Ma maison était impeccable. Mon travail était infaillible. Je n'avais pas d'amis, pas de rendez-vous, pas de temps pour autre chose que Joël et ma forteresse. Mon cœur, celui qui avait supplié à la station-service, était maintenant enterré sous des couches de ciment et d'acier. Il était en sécurité. 6 ans. En 6 ans, tu peux construire un monde ou voir le tien s'écrouler. Moi, j'en ai construit un. Joël avait 6 ans. C'était un enfant brillant, drôle, bruyant et plein de lumière. Il adorait les dinosaures et les jeux vidéo. Il était tout mon monde, mon soleil. Moi, j'avais 28 ans. Je ne vivais plus dans un appartement. Je vivais dans un penthouse d'un immeuble neuf au centre, dans la zone d'Angelopolis. J'avais des fenêtres du sol au plafond qui laissaient voir les volcans Popocatépetl et Iztaccíhuatl les jours clairs. L'air sentait le café en grains, les parquets propres et le parfum léger que je portais. Ça ne sentait ni l'égout, ni l'humidité, ni la graisse. Je ne prenais plus de taxi ni de bus. Je conduisais une Audi Q5 noire. Elle était sûre, silencieuse. C'était une bulle de métal et de cuir qui m'isolait du monde. C'était tout le contraire du vieux suru rouillé de mon père. Je n'étais pas seulement stable, j'étais prospère. Finance Claire, ma firme de comptabilité, était un succès. Je gérais les finances de plus de 80 restaurants et commerces à Puebla et Cholula. J'avais acheté l'immeuble où se trouvait El Sazon de Dahlia, et je lui avais gelé le loyer à vie comme un hommage silencieux. J'avais 3 autres biens que je louais. Mon compte en banque avait 7 chiffres. J'avais tout ce que je m'étais juré d'avoir. J'avais la sécurité, le pouvoir, le contrôle absolu, mais la forteresse avait un prix. J'étais la propriétaire du penthouse, mais j'y vivais comme une prisonnière. Ma forteresse n'avait pas de porte d'entrée, je ne sortais pas, je n'avais pas d'amis. Les autres mères de l'école de Joël me regardaient avec un mélange d'envie et de méfiance.
La maman solo qui réussit était trop froide, trop parfaite. Je ne faisais confiance à personne. Des rendez-vous? Impossible. J'avais essayé une fois. Un banquier gentil. Nous sommes allés dîner. Il a touché ma main et j'ai ressenti une panique écrasante, une sensation de vulnérabilité terrifiante, au point que j'ai simulé une maladie et je suis parti. Le risque d'être vulnérable, que quelqu'un voie une fissure dans le mur, était trop grand. Ma gentillesse était un outil de travail. Mon sourire était professionnel. Mon cœur était blindé, enterré sous 6 ans de briques et d'états de résultats. Parfois, Joël me posait des questions. Les enfants perçoivent tout. Maman, est-ce que j'ai des grands-parents comme Diego, mon ami de l'école? Les siens sont venus le chercher aujourd'hui et ils lui ont acheté une glace. La première fois qu'il a demandé, je coupais des légumes pour le dîner. Le couteau s'arrêta. L'air quitta mes poumons. Je m'agenouillai devant lui. Je posai mes mains sur ses petites épaules. Pourquoi tu demandes, mon amour? Juste par curiosité. J'avalai le nœud amer dans ma gorge. Que pouvais-je lui dire? La vérité, que ses grands-parents m'avaient abandonné pour mourir. Oui, mon amour. Tu en as. Mais où ils sont? Ils vivent loin? Oui, dis-je, détestant le mensonge mais en ayant besoin. Ils vivent très, très loin. Plus loin que Cancun. On peut aller les voir? Beaucoup plus loin, trésor. Et non, on ne peut pas. Un jour, quand il était un peu plus grand, il a redemandé. On montait un Lego. Pourquoi ils ne viennent jamais, maman? Ou ils n'appellent pas? Ils ne m'aiment pas. Le froid de la station-service revint une seconde. Je lâchai les pièces de Lego. J'enlaçai Joël très fort, plus fort que normal. Non, mon cœur, ce n'est pas ça. Il t'aime, j'en suis sûr. Un autre mensonge. C'est qu'il y a des gens qui ne savent pas aimer. Ce sont des personnes brisées qui ont pris des décisions il y a longtemps. Ils ont choisi de ne pas être ici. Mais ça n'a rien à voir avec toi. Tu m'entends? Tu es parfait. Ça a à voir avec eux. Il sembla accepter cette réponse. Ils sont brisés, répéta-t-il comme si c'était une pièce de Lego qui ne rentrait pas. Oui, mon amour. Brisé. Et moi, je continuais à construire mon mur, en faisant semblant de ne pas l'être moi-même, jusqu'au jour où le passé décida qu'il avait assez attendu. C'était un mardi. Il pleuvait finement et sans cesse. J'étais dans l'un de ces cafés chers du centre, avec des tables en marbre et une musique douce. Ce n'était pas El Sazon de Dahlia, c'était le genre d'endroit où je concluais des affaires importantes. L'arôme d'expresso et de pâtisserie française remplissait l'air. J'étais en train de revoir l'état des résultats d'un nouveau client sur mon ordinateur portable, un MacBook Pro mince comme une lame. Mireia, cette voix. Je me figeai littéralement. Ma main s'arrêta au-dessus du trackpad. Ma respiration se bloqua dans ma gorge. C'était une voix que mon cerveau avait enterrée sous 6 ans de travail et de thérapie silencieuse, mais c'était une voix que ma peau se rappelait, douce, mais avec ce tranchant de jugement toujours présent. Je levai lentement les yeux. C'était elle, Palmyra, mais ce n'était pas elle. La Palmyra dont je me souvenais portait toujours des tailleurs impeccables de Liverpool et des talons hauts. Elle avait les cheveux parfaitement teints en blond cendré et les ongles faits avec une manucure française. Cette femme ressemblait à un fantôme. C'était Palmyra, oui, mais vieillie de 10 ans en seulement 6 ans que je ne l'avais pas vue. Ses cheveux étaient gris et clairsemés, attachés en une queue de cheval négligée. La pluie les avait collés à son crâne. Elle portait un pull en laine usée, d'une couleur indéfinie, et un pantalon trop grand pour elle. Ses mains, qui avant tenaient des verres de vin, étaient maintenant sèches, sans manucure, serrant un sac en plastique. Et ses yeux qui avant me regardaient avec mépris, maintenant me regardaient avec peur. Une peur brute. Elle resta debout près de ma table, laissant couler de l'eau sur le sol en marbre. Les gens aux tables voisines la regardaient avec agacement. Mon premier réflexe fut de fuir, d'attraper mon ordinateur portable et de courir, de crier. Mais la Mireia de 28 ans ne fuyait pas. La Mireia de 28 ans avait de la force. Je fermai mon ordinateur lentement. Le petit clic fut le seul son entre nous. « Maman » m'échappa-t-il. Le mot sonnait étrange, comme une langue morte. Je détestais la faiblesse dans ce mot.
Elle essaya de sourire, mais ce fut une grimace de douleur. Ses lèvres étaient pâles. « Tu as l'air bien, ma fille ?» ?»« Très bien. » Ses yeux parcoururent mes vêtements, mon manteau en laine, mon sac de marque posé sur la chaise à côté. Elle vit l'ordinateur portable. Elle vit le café cher et calcula. « Vous désirez quelque chose, madame ?» demandai-je. Le mot madame la frappa plus fort qu'une gifle. Je vis comment elle recula d'un pas, comme si je l'avais touchée. Son visage se contracta. L'appeler madame n'était pas un acte de respect, c'était un acte de distance. C'était tracer une ligne. C'était construire un mur de béton entre nous. Là, au milieu du café. « Mireia, s'il te plaît, ne me parle pas ainsi. » Sa voix se brisa. « Ainsi comment ?» demandai-je d'une voix tranquille, professionnelle. La même voix que j'utilisais pour négocier avec des fournisseurs. Froide, sans émotion. « Vous préférez que je vous appelle Palmyra ? Je ne crois pas que nous ayons la confiance pour ça. Je suis ta mère. » Excusez-moi, l'interrompis-je. Vous désirez quelque chose ? Je suis en réunion. Je mentis. Nous devons parler. Vous et moi n'avons rien à nous dire. Nous avons tout laissé clair il y a 6 ans, dans une station-service. Si vous voulez bien m'excuser. Je commençai à ranger mon ordinateur dans mon sac. Ton frère, dit-elle désespérée. Le nom tomba sur la table comme une pierre. Je m'arrêtai. Bruno, l'enfant en or, qu'est-ce qui lui arrive ? Et alors tout sortit comme un barrage qui cède. L'histoire se déversa la même, au milieu de la musique de jazz et de l'odeur du café cher. Bruno, le préféré, celui qui ne pouvait jamais rien faire de mal, avait continué à tout faire mal. Dette de jeu, mauvais business, Paris. Il y a 3 mois, il les avait suppliés pour de l'argent. Un dernier prêt, papa, maman, c'est pour une grosse affaire d'importation. Je jure que cette fois on deviendra riche. Eux, aveugles comme toujours, le crurent, mais ils n'avaient pas l'argent qu'ils demandaient, 2 millions de pesos. Fils, nous n'avons pas ça, lui dit Roman, dont la petite entreprise de matériaux de construction allait de mal en pis. Ne vous inquiétez pas, dit Bruno, toujours charmant. Il suffit de signer ces papiers. C'est pour une société, c'est sûr. Ce n'est qu'une formalité. Ils signèrent sans lire. La fierté de leur fils, l'entrepreneur. Mais ce n'était pas une société, c'était une hypothèque. Sur la maison. Leur maison, la maison où j'avais grandi, la maison qu'ils avaient payée pendant 30 ans. Bruno prit les 2 millions de pesos et une semaine plus tard disparut. Il partit aux États-Unis ou à Cancun, personne ne savait. Il laissa une note disant qu'il était désolé. La banque leur prit la maison le mois dernier. Nous avons tout perdu, Mireia, sanglota-t-elle. Cette fois, sans se soucier des gens autour, les larmes coulaient sur ses joues ridées. Tout. Nous vivons maintenant dans une petite chambre louée à la Margarita. Nous n'avons rien. Et alors le coup final. Ton père est malade. Son cœur est en train de lâcher. Le stress, la honte. Les médecins disent que c'est grave. Je la regardais fixement. Je m'attendais à ressentir quelque chose. De la rage, de la satisfaction, de la pitié. Je ne sentis rien, absolument rien. Mon cœur, celui qui avait supplié à la station-service, était mort. La forteresse avait fonctionné à la perfection. Laissez-moi deviner, dis-je, ma voix sans intonation. Vous avez besoin d'argent. Palmyra ne répondit pas. Son silence fut un aveu. Elle leva les yeux, ses yeux pleins de larmes suppliantes, rouges et gonflés. C'était le même regard que je lui avais donné, moi, à travers la vitre de la voiture. Quelle ironie. Quelle pitié. Mireia, s'il te plaît. C'est ton père. Il peut mourir. Mon père, répétai-je presque avec curiosité. L'homme qui m'a appelé erreur alors qu'il m'abandonnait pour que je meure. Elle frissonna comme si je l'avais frappé physiquement. Non, il ne voulait pas. Il avait peur. J'avais peur. Nous ne savions pas quoi faire. Nous avions honte. Non, dis-je en me levant. Ma chaise fit un bruit sec en raclant le marbre. Je pris mon sac. Vous n'aviez pas peur. Vous étiez furieuse.
Vous étiez honteuse et vous avez décidé que votre orgueil était plus important que ma vie et celle de votre petit-fils. Je me penchai sur la table en baissant la voix, mais chaque mot était un morceau de glace. La dernière fois que je vous ai vue, madame, j'étais au sol, en train de me vider de mon sang et de vous supplier. Et vous avez remonté la vitre. Les gens aux tables voisines faisaient semblant de ne pas écouter, mais le silence était total. Mais je suis toujours ta mère, gémit-elle dans une ultime tentative désespérée. Un geste désespéré pour ne pas se noyer. Je la fixai et pour la première fois en 6 ans je la laissai voir un éclat de glace en moi. Vous avez renoncé à ce titre cette nuit-là. Vous êtes ma conséquence. Vous êtes la raison pour laquelle je suis qui je suis, mais vous n'êtes pas ma mère. Je me retournai et marchai vers la sortie. Je ne courus pas. Je marchai la tête haute. Chaque pas était ferme. Le son de mes talons sur le marbre était le seul son dans ma tête. Tac, tac, tac. Un marteau enfonçant le dernier clou dans le cercueil de mon passé. Mireia, cria-t-elle dans mon dos. Mais tu ne peux pas nous faire ça. Nous t'avons donné la vie. Je ne m'arrêtai pas. Je poussai la porte en verre et sortis sous la pluie. L'air froid me frappa au visage, mais je ne sentis rien. J'arrivai à mon Audi, je m'assis et je restai à regarder la pluie frapper le pare-brise. L'essuie-glace bougeait rythmiquement. Push, patch. Push, patch. Mon téléphone sonna. Un numéro inconnu. Je répondis. Le Mireia. Mireia, ma nièce, c'est ta tante Ursula. Ma tante Ursula, la sœur cadette de ma mère, la chef des singes volants, la personne que ma mère craignait le plus pour le « qu'en dira-t-on ». Sa voix était stridente, un cri d'indignation. « Ah, comment as-tu eu mon numéro ? Ça n'a pas d'importance. Ta mère m'a appelé en pleurant. Elle est détruite. Je ne peux pas croire ce que tu lui as fait. Mireia, quel cœur si dur tu as. La laisser ainsi dans un café. Les gens la regardaient. Ah, bien sûr. Les gens la regardaient. C'était ça, le vrai crime. Ce sont tes parents. Ils t'ont donné la vie, ils t'ont donné de la nourriture, ils t'ont donné un toit. La famille, c'est la famille. Pour l'amour de Dieu, tu dois les aider. Ton père est malade, tante, l'interrompis-je. Ma voix aussi froide que la pluie sur la vitre. Où étais-tu il y a 6 ans? Où étais-tu quand ils m'ont laissé dans cette station-service? Ça c'était différent. Ta mère ne pensait pas bien et toi, tu n'as appelé qu'une seule fois pour savoir si ta nièce ou ton petit-neveu était en vie. Silence. C'est bien ce que je pensais. La famille c'est la famille, pas vrai? Eh bien, ma famille est à la maison, il m'attend pour que je lui lise un conte. Vous n'êtes que des parents. Et des parents lointains. Mais tu ne peux pas. Tu es une ingrate. Après tout ce que... Je raccrochai et bloquai le numéro. Je conduisis jusqu'à la maison. La forteresse était intacte, pas une seule fissure. Je me sentis en sécurité, je me sentis puissante, je me sentis complètement vide. Cette nuit-là, je couchai Joël. Il me demanda de lui lire une histoire sur un chevalier qui tuait un dragon. Pendant que je lisais sur les épées et le feu, mon esprit était ailleurs. « Maman, tu vas bien ?» demanda-t-il en mettant sa petite main sur ma joue. « Tu es triste ?» Je forçai un sourire. « Non, mon amour. Maman est juste fatiguée. Dors. » J'éteignis la lumière, mais je ne pus pas dormir. Le vide que j'avais ressenti dans le café était terrifiant. J'avais passé 6 ans à construire des murs si hauts que maintenant, même moi, je ne pouvais plus rien ressentir. Était-ce ça, la victoire? Se sentir comme un fantôme dans un pantouse? Ou était-ce seulement une prison plus jolie? Une semaine passa. Une semaine de silence absolu. J'essayais de noyer le vide dans le travail. Je fis 3 audits en quelques jours. Je dormis à peine, je me déplaçais dans mon appartement impeccable comme un robot. Le travail, la salle de sport, Joël, dormir. Répéter. Le mur restait solide. Le vendredi soir, j'arrivai à la maison plus tard que d'habitude. La nounou avait déjà couché Joël. L'appartement était silencieux. Quand je m'approchai de la porte en bois de mon pantouse, je vis quelque chose, une enveloppe blanche, bon marché, de celle qu'on vend à la papeterie du coin. Elle était collée avec du scotch sur ma porte.
Mon nom, Mireia, y était écrit d'une écriture tremblante que je reconnus à peine. C'était l'écriture de ma mère. Elle tremblait tellement qu'elle ressemblait à celle d'une vieille femme. Mon cœur, ce traître que je croyais mort, fit un bond douloureux, un seul coup dur. J'ai arraché l'enveloppe de la porte, je suis entré, j'ai fermé les 13 verrous rouges et je me suis appuyé contre le bois froid. Mes mains tremblaient. Je détestais qu'elles tremblent. J'ai ouvert l'enveloppe. C'était une seule feuille de cahier arrachée d'un spiral. Les bords étaient humides, peut-être à cause de la pluie ou peut-être à cause des larmes. Mireia, nous sommes au motel Sol, celui qui est sur la route près de la station-service Pemex. Ton père va très mal. Il n'arrête pas de tousser. Il crache du sang. Nous n'avons pas d'argent ni pour le médecin ni pour le loyer. Ils vont nous mettre dehors de la chambre demain. S'il te plaît, pas pour moi, pour lui. Maman. Près de la station-service Pemex. L'ironie était si grotesque, si poétique, que j'ai laissé échapper un rire, un son sec et qui a résonné dans mon appartement luxueux et silencieux. L'univers avait un sens de l'humour très malade. Agrafé à la note, il y avait autre chose. Une ordonnance froissée et une feuille d'admission de l'hôpital universitaire. Une facture provisoire. Patient, Roman Gutiérrez. Procédure, angioplastie coronarienne d'urgence. Coût, 450 000 pesos, et un grand tampon rouge en bas. Le paiement requis avant la procédure. Refusé. Je restais à regarder le papier. 450 000 pesos. Pour moi, maintenant, ce montant était grand, oui, mais pas impossible. C'était l'apport d'une de mes propriétés. C'était une facture que je pouvais payer, et il le savait. Palmyra avait vu mes vêtements, ma voiture, le café que je buvais. Elle avait fait le calcul. Il ne demandait pas de l'amour, il ne demandait pas le pardon. Il demandait 450 000 pesos. Au moins, cette fois, ils étaient honnêtes. Cette nuit-là, il pleuvait. Pas une bruine, un déluge, une de ces tempêtes de publa qui semblent vouloir nettoyer le monde. Je me suis changé, j'ai enlevé le tailleur, j'ai mis un jean, des bottes de combat et mon manteau le plus cher, un noir, imperméable. Je suis descendu au parking, je suis monté dans mon Audi, le cuir sentait le neuf. J'ai démarré le moteur silencieux, j'ai conduit. Je ne suis pas allé au motel, je suis allé directement à la station-service. La même Pemex, le même Oxxo. Les lumières fluorescentes bourdonnaient et clignotaient sous l'orage, faisant paraître la pluie comme du néon. J'ai garé mon SUV à l'endroit le plus éclairé, près de l'entrée de l'Oxxo. Je suis entré. Le garçon à la caisse, un nouveau, différent de celui d'il y a 6 ans, me regarda avec ennui, collé à son téléphone. 2 cafés américains, s'il vous plaît. Grand. Il me les donna. Je payai avec un billet de 5 cents. Gardez la monnaie. Je suis sorti et je me suis placé sous la marquise, exactement où le Surus s'était arrêté il y a 6 ans. La vapeur des cafés réchauffait mes mains froides. J'ai attendu. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. 10 minutes plus tard, le vieux Surus apparut. Maintenant avec un capot d'une autre couleur, le cou sur la porte rouillée. Il se gara dans le coin le plus sombre de la station, loin des pompes, comme un animal blessé qui se cache. Ils restèrent dedans. 1 minute, 2. Sûrement en train de discuter. Finalement, la porte du passager s'ouvrit. Palmyra sortit. La pluie l'imbiba aussitôt. Ses cheveux gris se collèrent à son visage. Elle courut vers moi en éclaboussant dans les flaques. « Mireia » cria-t-elle, sa voix brisée par le vent et la pluie. « Je savais que tu viendrais. Je savais que tu avais un bon cœur. Merci, mon Dieu. Merci. » Elle essaya de m'embrasser. Je fis un pas en arrière, levant les cafés comme un bouclier. Elle s'arrêta, les bras tombant le long du corps. « Ils nous ont mis dehors du motel, » dit-elle, tremblant de froid et de désespoir. « Nous n'avons nulle part où aller. Nous n'avons pas d'essence. Roman ne peut pas bien respirer. Il va mourir, Mireia. Il va mourir. S'il te plaît, l'argent. » Je regardai vers la voiture. Je pouvais voir la silhouette de mon père sur le siège passager. Son corps était secoué par une toux profonde et humide, un son horrible même à travers la pluie. Je baissai les yeux. Je regardai le ciment à mes pieds, exactement à l'endroit où je m'étais effondré,
où mes os s'étaient mêlés à l'huile et à la terre. Nous avions peur, cria Palmyra comme si elle lisait dans mes pensées. Nous ne savions pas quoi faire. C'était une erreur. Nous avions honte. Non, dis-je. Ma voix incroyablement calme au milieu de la tempête. Le vent ne put pas la dévier. Vous n'aviez pas peur. Vous étiez en colère. Vous saviez exactement ce que vous faisiez. Vous vous en fichiez, simplement. S'il te plaît, l'argent, c'est ton père. Je t'en supplie. Je posai l'un des gobelets de café par terre, sur le trottoir, près de ses pieds. Le carton commença à s'humidifier immédiatement. Vous vouliez mon aide, dis-je. C'est plus que ce que vous m'avez donné à moi. Ses yeux s'ouvrirent d'horreur. Quoi? Un café? C'est une blague? Il est en train de mourir. Moi aussi, j'étais en train de mourir, répondis-je sans émotion. Et mon fils aussi. Et vous avez remonté la vitre. Je me tournai et marchai vers ma voiture. Mireia, hurla-t-elle, sa voix devenant un cri animal. Tu ne peux pas nous faire ça. Tu ne peux pas nous laisser comme ça. Nous t'avons donné la vie. Tu le regretteras. Je m'arrêtai. Je la regardais par-dessus mon épaule. La pluie tombait sur mon visage, mais je ne la sentais pas. Vous m'avez dit un jour, exactement à cet endroit, que j'avais choisi le bébé plutôt que ma famille, que j'avais choisi cette vie. Je marquai une pause. Vous aviez raison. J'ai choisi mon fils. Mon fils et ma famille. Je la regardais, une silhouette pathétique et trempée sous la lumière de la station, frémissant de colère et de froid. Vous n'êtes que des gens que je connaissais autrefois. Je montai dans mon Audi. Je démarrai le moteur silencieux. J'allumai le chauffage. En m'éloignant, je la vis dans le rétroviseur. Elle resta debout une seconde, regardant ma voiture partir, puis s'effondra à genoux sur le pavé mouillé, à côté du gobelet de café fumant. Le cercle était bouclé. Je suis rentré à la maison. Le Pentouse était silencieux. Le seul son était la pluie frappant les immenses fenêtres. J'ai enlevé mon manteau mouillé. Je suis allé dans la chambre de Joël. Il dormait, serrant un dinosaure en peluche. La lumière de la lune, filtrée par les nuages, illuminait son visage paisible. Je l'ai embrassé sur le front. Il sentait le lait, le shampoing pour bébé et les rêves. Je t'ai choisi, toi, lui ai-je chuchoté. Je te choisirai toi 1000 fois. Je me suis assise sur le canapé de mon salon sombre, regardant les lumières de la ville brouillées par la pluie. Je n'ai pas ressenti de victoire. Je n'ai pas ressenti de paix. Je n'ai pas ressenti de joie. J'ai ressenti un vide, le même vide glacé qu'il m'avait laissé sur le pavé de la station-service il y a 6 ans. Le vide qui avait été mon compagnon constant, le vide qui m'avait poussé à construire ma forteresse. Mais ce soir, le vide était différent. Ce n'était plus un trou noir qui menaçait de m'avaler, c'était de l'espace. C'était l'espace qu'ils avaient laissé, un espace que j'avais rempli par moi-même, avec Joël, avec mon travail, avec ma vie. Je me suis rendu compte que je n'avais pas tué le dragon. J'avais simplement arrêté de le nourrir. J'avais cessé d'espérer qu'il change. Je me suis rendu compte que la vengeance n'était pas de construire un mur et d'attendre que tes ennemis s'y écrasent. La vraie vengeance était de construire un jardin tellement beau à l'intérieur de ces murs que ce qui se passe dehors ne t'importe plus. Parfois, tu n'as pas besoin de détruire les personnes qui t'ont fait du mal, il suffit d'arrêter de les sauver. Je me suis endormi sur le canapé. Ce matin, mon téléphone a sonné. Un nouveau numéro. J'ai répondu. Ma tante Ursula hurlait si fort que j'ai dû éloigner le téléphone. L'assassine, criait-elle hystériquement. L'assassine, ton père est mort ce matin à l'hôpital général. Il est arrivé trop tard. Ils ne l'ont jamais opéré. Ta mère est perdue. Elle n'arrête pas de crier ton nom. Tu es une assassine. Tu l'as tué. Je raccrochai. Mon père est mort parce que moi, sa fille, j'ai refusé de payer 450 000 pesos pour une vie qu'il n'avait jamais valorisée. Je restais à regarder le téléphone. Alors dites-moi, vous, est-ce que j'ai tort?